Ce film est le complément vidéo de l'ouvrage « L'éducation athlétique » publié par l'INSEP. Il souhaite illustrer par l'image essentiellement ce qu'il est difficile d'expliciter par le verbe et présenter les moyens et procédés évoqués dans la troisième partie du document écrit, le cahier pédagogique. Dans le cadre de l'association sportive scolaire ou de l'école d'athlétisme du club, l'éducateur doit faire face à la multiplicité des épreuves athlétiques alors qu'il dispose souvent de peu de temps et de matériel. Sa tâche est particulièrement ardue et délicate. Permettre aux jeunes d'effectuer la transition entre l'athlétisme-jeu et les parcours de découverte proposés à l'enseignement primaire et un athlétisme plus codifié avec l'objectif de lui donner le goût de l'entraînement et l'envie de participer à des compétitions. La réalisation satisfaisante de gestes dits techniques, comme le saut à la perche, le lancer de disque ou le franchissement d'une haie, pour ces jeunes athlètes n'est pas le fait d'une spécialisation précoce, mais au contraire le résultat d'une éducation athlétique pluridisciplinaire, substituée à l'apprentissage des épreuves athlétiques l'une après l'autre. Cette démarche vise à la maîtrise d'actions fondamentales qui nous apparaissent sous-tendre une bonne part des gestes sportifs et pas seulement ceux de l'athlétisme. Aussi, notre approche de structure cachée nous incite à penser que la motricité est beaucoup moins variée qu'il n'y paraît. Avant toute séance, un bon échauffement préalable ne doit pas être négligé. Il pourrait comporter 3 parties. Un premier temps, pour l'activation des grandes fonctions par la course lente en équilibre respiratoire. Une deuxième période plus délicate, celle des étirements. Enfin, la troisième phase, de mise en tension spécifique de la musculature, qui devra être reproduite au sein même de la séance, à chaque fois que le jeune aborde une autre épreuve. Aux exercices d'assouplissement avec temps de ressort, réalisés ici par les jeunes, pourraient être avantageusement substitués des exercices d'étirement, effectués le plus souvent au sol pour trouver les points d'appui, en s'affranchissant des problèmes de régulation posturale. Pour étirer les muscles de la face antérieure de la cuisse dont le genou est au sol, l'insertion supérieure est mobilisée vers le haut par la bascule du bassin vers l'arrière, alors que l'insertion inférieure est fixée par le genou au sol. Le rythme de la mise en tension, jusqu'au retour à la position initiale, doit être lent et progressif et peut être conjugué à l'expiration. Les étirements réalisés par recrutement d'un point fixe et mobilisation d'un point mobile correspondent à une identification corporelle avec prise de conscience de l'appareil musculo-articulaire, des segments et des ceintures anatomiques. C'est un moment privilégié pour s'accorder sur le vocabulaire spécifique qui sera utilisé sur le terrain afin de se comprendre en peu de mots. Avec une simple boîte en carton, nous pouvons proposer des exercices apparemment faciles, mais qui vous demanderont un peu d'entraînement avant de les démontrer avec aisance. Il s'agit de franchir la boîte sans l'écraser, en passant le pied d'appel au-dessus avec un appui fictif de la jambe libre, dont le pied doit être relâché et encore en contact de la boîte au moment de la réception. À l'arrêt ou après une marche lente, le jeune s'efforce de ressentir les pressions exercées en plante de pied, avec l'appel effectué jambes tendues, de mobiliser le genou libre, puis de le fixer dynamiquement avant de le relâcher alors que la jambe d'appel double le segment libre, de mobiliser le coude opposé au genou libre. Avec un élan trottiné, la prise d'avance des appuis est l'élément déterminant. Avec une chambre à air remplie de sable, le jeune éprouve la nécessité de soulever le corps en épaules,
et essaie d'amalgamer tous les éléments d'une chaîne d'impulsion. Avec élan marché, si l'avant-dernier appui s'effectue jambes tendues, empêchant toute prise d'avance des appuis, l'impulsion sera défectueuse avec un amortissement important à l'appel. Avec élan couru, la boîte en carton peut être transposée au sautoir en longueur. Le saut en longueur avec appui fictif sur la boîte en carton permet aux jeunes de s'initier indifféremment aux techniques de ciseaux ou d'extension. Une bande de plastique blanc maintenue au sol par deux plots peut constituer une ligne d'appel. Si au stade de la découverte à l'école primaire une zone d'appel est souhaitable, la faculté à déclencher indifféremment des appels gauche ou droit, avec une bonne précision, sans mordre ou perdre de distance, peut aussi être l'objet d'une coévaluation amusante. Chaque jeune dispose d'un bracelet velcro qu'il fixe rapidement à la cheville de la jambe avec laquelle il choisit de déclencher l'appel. La difficulté de l'apprentissage athlétique est qu'au début et à la fin d'un cycle, les plus doués comme les plus démunis seront toujours les mêmes. Ce type d'exercice qui évalue une habileté permet à tous de se distinguer. Certains élèves peuvent calculer le périmètre d'un rectangle, connaissant la longueur et la largeur, mais sont incapables de trouver la valeur d'un côté, connaissant celle de l'autre côté et celle du périmètre. De même, il faut vérifier si l'habileté est acquise en demandant d'attacher le velcro au pied de la cheville libre et constater si le déclenchement du pied d'appel et la précision subsistent. Un parcours d'obstacles bas à franchir en ciseaux avec appel gauche ou droit, alternativement, peut constituer une application satisfaisante pour aider les jeunes à repérer quel est le pied d'appel dominant. L'aménagement d'une situation implique l'introduction d'éléments à la fois facilitants et contraignants. Il est toujours difficile pour l'éducateur d'accorder judicieusement et des contraintes. Aussi, l'usage de tremplins d'appel se révèle intéressant par la modification du secteur d'impulsion et le plaisir ressenti par le jeune par l'accroissement de l'envol. Ici, les sauts de face en jambe libre sont réalisés avec le pied de la jambe libre directeur, après un élan sur 3 foulées. Sans marque, l'appel serait pris après un piétinement inévitable et sans aucune chance de réaliser la forme de prise d'avance des appuis préconisée et induite par le placement de la marque de départ. Le saut de face en jambe libre privilégie l'élévation verticale et peut fort bien être réalisé avec réception sur de simples caissons en bois. Avec cet équipement rudimentaire, nos jeunes s'exercent à mobiliser et fixer leurs segments libres bras et jambes avec l'amplitude et le rythme qui permettent au centre de gravité d'adopter la trajectoire escomptée. Ils éprouvent ainsi les effets d'équilibration et d'allègement des segments libres qu'ils retrouveront dans tous les gestes de course, de saut et de lancer. La structure de saut en jambe libre de face, avec 3 appuis interobstacles, utilise l'abaissement observé sur le deuxième appui de réception pour favoriser la prise d'avance du pied d'appel. La fatigue de la jambe d'appel, qui résulte de l'enchaînement des obstacles, favorisera la recherche de l'efficacité de l'action des segments libres. Bien entendu, il n'est pas indispensable de disposer de ces blocs de mousse, lesquels peuvent parfaitement être remplacés par des bancs attachés entre eux et recouverts d'un tapis de gymnastique ou des haies d'initiation comme montré précédemment. Certaines techniques comme le ventral ou le ciseau sont désormais complètement abandonnées par les spécialistes au plus haut niveau. Le succès du Fosbury au collège n'est pas sans rapport avec l'impossibilité rencontrée par une grande part des élèves à réaliser un ventral correct en raison d'un manque de souplesse caractérisé des adducteurs, alors que pour les élèves qui n'ont pas ce handicap, si les 2 techniques sont apprises avec la même application, les résultats obtenus en ventral ou en Fosbury seront similaires. De plus, le Fosbury nécessite une réception en mousse, et même avec cet équipement, le danger pour l'intégrité de la colonne cervicale subsiste. Pour ces raisons, nous n'hésitons pas à proposer ces exercices
certes en rapport avec des techniques tombées en désuétude, mais qui privilégient l'élévation verticale et la dissociation segmentaire pour le franchissement avec une réception imposée sur le pied de la jambe libre et en toute sécurité pour les jeunes. Un aspect qui doit toujours être présent à notre esprit. Par ailleurs, chaque exercice ou technique n'est qu'un moyen et en aucun cas une fin en soi. En Fosbury, le comportement type du débutant se caractérise par une absence d'élévation verticale consécutive à une anticipation de la phase de franchissement. Des empilages d'éléments de mousse engageront le jeune à donner la priorité à l'appel et à l'élévation de la ligne d'épaule. Avec une course d'élan quasiment rectiligne et perpendiculaire à l'axe de franchissement, la rotation dans l'envol résulte moins d'un élan curviligne que de la conjonction de deux conditions indissociables, pied d'appel orienté vers le sautoir et genou libre conduit vers le deuxième poteau ou vers l'aire d'élan. Pour les spécialistes du mouvement en pièces détachées, prendre un appui en avant du centre de gravité serait une impossibilité. Notre analyse fonctionnelle de la foulée en cycle de jambes antérieure et postérieure nous conduit à constater que certains athlètes, mieux que d'autres, réalisent la phase d'amortissement grâce à une action motrice opportune, caractérisée par une traction du pied au sol, précédant la phase dite d'impulsion. Ici, l'athlète Patrice Louis-Marie réalise un des exercices couramment pratiqués par les triples sauteurs, soucieux de conserver leur vitesse au fil des bonds. Le rôle du segment libre dans la phase de suspension apparaît encore plus déterminant à mesure que la phase motrice par traction est d'autant plus brève et subtile. Si la prise d'appui s'effectue près de l'aplomb du bassin, comme c'est le cas en sprint. L'action de la jambe libre est souvent décrite dans sa conduite fléchie ou tendue d'allègement conjugué à celle de la jambe d'appel, alors que c'est l'action de la prise d'avance du pied d'appel et des hanches sur la ligne d'épaule qui permettra à l'athlète de balayer le secteur d'impulsion, corps gainé, avec le minimum d'amortissement et d'action freinatrice à l'appel. La conduite rasante du pied d'appel permet d'en raccourcir la trajectoire spatiale et aussi d'aller chercher le sol plus ou moins loin devant, tout en rythmant et accélérant la dernière foulée. Pour cela, la dernière foulée ne doit pas être effectuée avec un cycle habituel de course. Ainsi, la jambe de force d'une impulsion apparaît être la jambe libre et non la jambe d'appel. L'élévation du genou libre n'est pas la panacée au problème d'appel filé ou bloqué. Au contraire, un genou libre qui, au lieu d'être conduit et fixé dans la trajectoire souhaitée, continue à monter, entraînant la cuisse du segment libre au-dessus de l'horizontale, témoigne souvent d'un appel défectueux et incomplet. Dans la phase de mise en action des sauteurs en hauteur et en longueur, nous pouvons souvent observer, en fin de poussée, une fixation dynamique de la jambe dans le prolongement de la cuisse d'appel, empêchant la course en cycle arrière. Cette attitude caractéristique leur permet de changer instantanément de rythme. La traversée d'une zone d'appui, composée de lattes en progression d'amplitude, amène le jeune à accroître ses impulsions et à passer de la course aux foulées bondissantes. Et souvent, la fixation jambe-cuisse n'est observable que d'un côté. Au bac de sable, les foulées bondissantes ne seront réalisables qu'avec cette fixation de la jambe dans le prolongement de la cuisse d'appel. Dans le cas contraire, le déplacement s'effectuera en courant, sans prise de conscience de la poussée complète. L'exécution d'impulsion, vers l'avant, de type longueur en fente répétitive, avec deux appuis intermédiaires, sera favorisée par la fixation dynamique des bras et des épaules en opposition bras-jambes, genoux-coudes opposés et par un appel tracté-poussé avec reprise de vitesse au sol. Des parcours de longueur en progression d'amplitude, avec deux appuis dans les espaces interobstacles, seront des procédés pour pratiquer les sauts sans sautoir. L'élan devant le premier obstacle est bien codifié et la multiplicité des parcours de difficulté croissante, bien répertoriés, permet d'adapter la difficulté à chaque jeune. Pour qu'il y ait jeu, la tâche ne doit pas être ni trop facile, ni trop difficile. Et compte tenu de la disparité du groupe, chaque athlète doit trouver un parcours à sa mesure. Les parcours de longueur
avec 4 appuis intermédiaires, sont une variante des parcours précédents et favorisent plus spécifiquement le rythme terminal de la liaison course-appel. La distance interobstacle et la longueur du bond croissent simultanément. Le dernier saut peut s'effectuer avec réception au bac de sable et ces exercices sont aussi satisfaisants avec des jeunes qu'avec des athlètes confirmés. Les bondissements constituent la base du renforcement musculaire d'une bonne part des athlètes. Ils sont pour les jeunes d'excellents exercices d'initiation aux fondamentaux et des tests d'aptitude physique et technique, ainsi que des moyens de pratiquer des sauts sans sautoir. Pour que le segment inférieur soit actif, dès qu'il entre en contact avec le sol, plusieurs conditions sont nécessaires. L'augmentation de la partie antérieure du diagramme de cycle de jambes doit être satisfaisante. La synergie de l'action de pied est indispensable et la forme de la partie postérieure du cycle est très révélatrice de la valeur positive d'allègement du segment libre ou de sa valeur négative s'il charge l'appui. Trop souvent, l'action de griffer est assimilée à l'association d'une ouverture du segment libre vers l'avant, suivie d'une action au sol de l'avant vers l'arrière. Cette définition nous paraît insuffisante. Le griffé doit permettre au bassin de ne plus continuer à descendre après le soutien. En gymnase ou sur un plateau d'évolution, il est aisé de mettre en place une zone d'appui composée de lattes disposées au sol, avec un écart progressif qui inciteront les jeunes à accroître leurs impulsions pour réussir à traverser la zone avec un seul appui intermédiaire entre les lattes. La pratique des foulées bondissantes se révèle une méthode efficace d'observation du cycle de jambes. En effet, dans cet exercice, les caractéristiques techniques de course apparaissent comme grossiers à la loupe. Notre essai de typologie des formes de course nous révèle que 70% des jeunes débutants se caractérisent par un cycle arrière très prononcé. Les pieds montent de plus en plus, très haut vers l'arrière, entraînant le buste en chute avant. 15%, comme cette jeune fille, courent en shootant le tibia et le pied vers l'avant, sans réussir à piloter le segment libre par le genou. Pour la réalisation d'un test de 10 foulées bondissantes, les consignes de sécurité doivent être précises et éviter que la réception du dernier bond s'effectue pieds joints. Pour cela, l'enfant doit terminer sa série de bonds en courant jusqu'à une base d'arrivée. La prise de contact en plante de pied est à privilégier au cours de l'éducation athlétique du jeune. Au sacro-saint déroulement de pied talon-plante doit se substituer un déroulement plante-pointe de pied. Mais il ne faut pas désespérer, le pied ça se travaille, cela s'acquiert comme toute chose. La force d'une chaîne est la force de son maillon le plus faible. Il serait vain de développer la puissance des segments inférieurs si le pied n'est pas capable de transmettre les forces. La réalisation d'enjambements en cycle de jambes antérieures avec un seul appui intermédiaire est un excellent exercice de développement de la force impulsive du pied. Les obstacles sont disposés à intervalles réguliers d'1 mètre à 1,50 m et à hauteur du genou. Cette situation révèle aussi les points faibles. À l'évidence, le pied gauche de ce jeune garçon est plus performant que son pied droit. Après avoir dégagé une tâche motrice fondamentale, essentielle dans les 3 familles course, saut et lancer, il convient de trouver des situations pédagogiques entonnoirs qui ne laissent pas de place à la créativité et à diverses solutions pour les réaliser. Autrement dit, il faut que la seule alternative soit la coordination recherchée. Ici, déplacement en cycle antérieur avec qualité de pied. Si la hauteur des haies n'est pas individualisée, l'échappatoire est possible et la réalisation du geste technique souhaité ne sera pas la condition indispensable de la réussite. Ici, si la haie est trop basse, la traversée en cycle arrière est possible, alors qu'avec une hauteur de haie au niveau du genou, le cycle antérieur et une bonne qualité de pied seront nécessaires. Mais cette coordination, le cycle de jambes antérieures, n'aura pas de sens pour le débutant que s'il lui permet de résoudre des problèmes concrets en situation sportive. Tout savoir ne vaut que par sa pertinence dans la pratique. La combinaison de doublé ou cloche-pied et de changer ou foulée bondissante s'avère très attrayante pour les jeunes
parce qu'elles font appel à des aptitudes mentales de compréhension et d'intégration des consignes pour effectuer ces coordinations qui n'exigent pas exclusivement que de la puissance musculaire. Cette pratique des bondissements, si elle constitue la base de renforcement musculaire de beaucoup d'athlètes, ne doit pas être trop fréquente avec les jeunes à l'école d'athlétisme et nécessite un aménagement matériel sous peine de déclencher des épidémies de périostite. Les problèmes vertébraux sont très probables avec des jeunes trop précocement spécialisés dans des épreuves comme le triple saut. Saut à la perche, javelot, triple saut sont des épreuves très prisées par les jeunes, mais nous devons les faire pratiquer avec modération à cet âge. Les bondissements au bac de sable, en réduisant les dangers de traumatisme, favoriseront la mobilisation et la fixation technique juste des éléments de liaison, les segments libres, mais avec l'inconvénient de ne pas privilégier les qualités de pied. Dimasport, que nous remercions pour nous avoir toujours fourni gracieusement les prototypes nécessaires à nos expérimentations, produit sur notre initiative des chemins de bondissement repliables de 12 mètres de long en élastomère, sur lesquels le compromis amortissement des chocs et qualité des appuis est excellent. Des cloche-pieds à dominante verticale sur petits obstacles sont réalisés par les athlètes plus avec l'objectif renforcement musculaire et qualité de pied qu'avec le souhait d'une préparation technique. Pour le jeune athlète, il est difficile de synchroniser parfaitement l'appel et l'allègement par les segments libres. Les temps de suspension sont trop brefs pour lui permettre des replacements efficaces. Sa jambe libre charge l'appui et est trop souvent rejetée vers l'arrière, entraînant le buste vers l'avant. Le triple sauteur dans son premier bond double la jambe libre relâchée vers le bas avec la jambe d'appel. Ainsi, la jambe libre à la réception du premier bond peut constituer un élément de liaison pour l'impulsion du deuxième saut, si toutefois l'athlète n'a pas été trop gourmand dans sa recherche de griffer. Ce jeune triple sauteur rejette sa jambe libre en arrière avec la conséquence d'une réception buste en avant et pied libre à hauteur des fesses. Position tout à fait impropre pour alléger la charge à la réception du premier bond. Son camarade, au contraire, réussit à fixer la jambe libre et à la doubler dans la suspension, coordination plus propice à l'enchaînement des bonds. Ce geste peut s'acquérir avec les exercices effectués précédemment sur la boîte en carton. L'enchaînement des bonds sur des plinths en progression de hauteur, outre l'avantage d'être peu traumatisant, favorise une bonne attitude du buste et le pilotage des segments inférieurs par les genoux. Cette situation peut permettre l'exécution de triple bond pour les filles et de triple saut pour les garçons en gymnase avec réception terminale sans danger. Ici, le montage matériel est placé en face du sautoir en longueur. L'école du coureur ne doit pas se résumer à l'apprentissage d'une bonne technique gestuelle de course. L'adaptabilité est la qualité première du coureur. Le jeune doit disposer d'une gamme de foulées, en amplitude ou en fréquence d'appui, et maîtriser la modulation de sa foulée selon les problèmes. Sortie des blocs de départ, prise de vitesse, maintien de vitesse, finish, vent défavorable ou favorable, qualité du sol, valeur de l'opposition, etc. À l'aide d'une zone d'appui composée de lattes équidistantes, le jeune coureur évalue son aptitude à utiliser différents braquets et apprécie la valeur optimale de sa foulée, c'est-à-dire la longueur de foulée qui lui permet de parcourir la zone dans le meilleur temps. Beaucoup d'applications sont possibles, notamment l'étalonnage des élans pour le saut à la perche et le saut en longueur. Mais attention à ne pas se créer de dépendance vis-à-vis de ce procédé qui a pour seul objet de faciliter la compréhension des consignes ou réguler l'élan. Nous ne pensons pas que l'initiation avec des haies fictives, par exemple des lattes posées au sol, constitue une bonne préparation aux courses de haies hautes. En effet, si les jeunes prennent conscience du rythme 4 appuis,
ce qui n'est pas inintéressant, il semble bien que cette situation pédagogique favorise le franchissement avec un secteur d'impulsion filé, c'est-à-dire situé après la verticale du point d'appel, ce qui implique inévitablement une flexion de la jambe sur la cuisse en fin de poussée. Aussi, dès que l'éducateur propose des MM basses, à hauteur de genou, il ne subsiste plus rien du rythme interobstacle, le franchissement devient folklorique. La course sur haie fictive apparaît satisfaisante globalement parce que les jeunes réalisent une ouverture segmentaire correcte, mais le retour de la jambe d'appel s'effectue avec la cuisse perpendiculaire au sol, puisque l'aménagement pédagogique dénature complètement l'épreuve. L'appel devant une haie implique un secteur d'impulsion qui est sans rapport avec l'accentuation d'une foulée. Cette démarche résulte du fait que la pratique du haut niveau est souvent plaquée artificiellement pour constituer la pédagogie de l'initiation sans chercher suffisamment à dégager les coordinations fondamentales qui sous-tendent la plupart des épreuves athlétiques. L'étude du comportement caractéristique du débutant hurdler est au moins aussi riche que celle de la prestation de l'athlète de haut niveau. Les puristes affirmeront que seule la forme de l'impulsion amène un bon franchissement, et cela est vrai à 100%. Mais comme nous n'arrivons pas, en peu de temps, à obtenir la forme d'appel que nous préconisons, nous proposons aux débutants des exercices de souplesse, de mobilisation segmentaire à l'aide d'un rouleau de mousse. Avec ce procédé, les jeunes prennent conscience de la nécessité d'attaquer l'obstacle en opposition bras-jambes et non à l'amble, de ne pas ouvrir le bassin et de l'engager vers l'avant dans l'appel, de fixer la ligne d'épaule, de gainer à la fois le pied, la jambe et la cuisse de réception, de synchroniser les mouvements de bras et de retour de la jambe d'appel. Le professeur peut arrêter ou faire tourner le rouleau pour faciliter l'exercice. En fait, c'est pratiquer en athlétisme ce que font couramment et avec succès les entraîneurs des gymnastes. Après quelques passages, les élèves ne savent peut-être pas encore résoudre le problème, mais ils l'ont compris, et cela par un travail collectif. La plupart des articles techniques insistent sur la nécessité d'être solide et actif sur l'appui de réception, alors que nous constatons que le champion comme le débutant ont un amortissement maximum sur le deuxième appui interobstacle. Ce constat nous incite à privilégier le rythme 2 appuis pour obtenir un deuxième appui de qualité, puisqu'il correspond à l'appel de l'obstacle suivant. De plus, la répétition cyclique permet d'optimiser la perception et l'acquisition des meilleurs placements segmentaires d'équilibration. Il convient de ne pas se focaliser avec les jeunes sur le rythme 4 appuis de la course olympique, ni sur la structure officielle de la catégorie des jeunes qu'ils ne réussissent pas à parcourir en 3 foulées, souvent en raison d'une foulée de reprise trop petite en double appui. Si toutefois faire l'intervalle officiel en 4 appuis est votre objectif, l'incorporation de haies sur une zone d'appui aidera les jeunes à dissocier les 2 appuis de reprise. La peur de la chute sur l'obstacle est évidente et existe même au plus haut niveau. À partir d'éléments PVC, qu'il est facile de se procurer en quincaillerie, nous disposons de plusieurs hauteurs de haies pour l'école des jeunes hurdlers et l'école des bondissements. La légèreté et le désassemblage en cas de choc de ces modules permettent aux jeunes dont la technique n'est pas affirmée de se libérer et aux athlètes confirmés de prendre des risques en recherchant la limite. Avec les plus jeunes, des élastiques peuvent également être substitués avantageusement aux lattes de haie, à condition d'utiliser un artifice qui permette de bien distinguer l'obstacle à franchir. La disposition de haies plus sécurisante n'est pas suffisante pour satisfaire la disparité des jeunes d'un même groupe. 2 autres principes d'animation peuvent judicieusement être retenus pour les motiver. La modulation de la distance interobstacle pour un même rythme ou nombre d'appuis, la variété des rythmes interobstacles. Ainsi, cette jeune fille, qui est pourtant la plus rapide du groupe, ne peut s'exprimer faute d'un geste satisfaisant. Encore un exemple,
attestant qu'il est possible de motiver ceux qui ne disposent pas, pour le moment, des plus grandes qualités physiques. Le départ debout est la cause de fréquents faux départs. Dans les courses officielles réservées aux plus jeunes, il est interdit depuis quelques années. Dans la position prêt, chaque jeune sprinter doit avoir les deux mains au sol. C'est dire qu'il n'est plus possible désormais de faire l'économie de l'apprentissage du départ avec starting block. Le meilleur des exercices ne pourra pas être efficace sans un bon nombre de répétitions, facteur de progrès indispensable. Confectionner 10 starts à partir d'un chevron de bois découpé en morceaux de 30 cm de long n'est pas très onéreux et demande 9 traits de scie. Avec ce matériel rudimentaire, une initiation satisfaisante est possible. Avec un bon nombre de répétitions en quelques minutes, avec un blocage du pied avant, bien préférable au calage du pied arrière. Ainsi, nos jeunes se familiarisent avec le rite d'installation en starting block en se gardant de placer directement les pieds contre le plot sans passer auparavant en appui sur les mains. L'éducateur pourra, au cours d'un apprentissage collectif, éviter à ces jeunes de prendre des positions folkloriques et inefficaces. Le comportement type du débutant en bloc de départ se caractérise par le balayage simultané des deux bras vers l'arrière et par un redressement trop précoce, alors que l'athlète confirmé synchronise ses segments libres par une conduite vers l'avant du bras opposé au pied arrière dès la perte d'appui manuel. Par ailleurs, le départ à l'amble est observable chez certains débutants. Le départ pieds joints en bascule et mains sur les genoux est un exercice de prise de conscience de la mise en action avec déséquilibre du buste vers l'avant et dissociation genoux-coude opposé. Une coordination qu'il sera indispensable de maîtriser pour partir correctement dans les blocs de compétition. C'est un repère de chronométrage aisé et précis pour effectuer des tests de vitesse sans starting block. En effet, le chrono sera déclenché non pas lors du début du déséquilibre vers l'avant, mais dès que la dissociation des bras, une main quitte le genou, ou celle des pieds, un pied soulevé, est décelable. Au niveau primaire, le lancer d'instinct ou à l'imitation, sans contrainte technique, doit être la règle. L'école du lanceur doit proposer aux jeunes différentes formes de lancer, légers ou lourds, en translation et rotation. Les éducatifs en double appui sont nécessaires à l'identification et à la prise de conscience des situations relatives du bras lanceur, de la ligne d'épaule, de la ligne de bassin ainsi que de la qualité et de l'orientation des appuis. Assis sur un caisson de bois, le lancer de balle s'effectue par la mise en jeu progressive de chaînes musculaires efficientes du lancer, de la plus forte, les jambes, jusqu'à la plus faible, le bras lanceur. Quelle que soit la position de départ, assis bassin soutenu ou un genou au sol, le respect de cette chronologie est indispensable. La rigueur des placements est difficile à acquérir et cependant nécessaire pour animer le bassin, puis la ligne d'épaule et pour obtenir un retour en fouetté du bras lanceur. Ce procédé sera renouvelé avec divers engins. Pour les jeunes, lancer arrêté en double appui, noyé sous les consignes verbales, c'est vite rasoir. Lancer avec élan, c'est beaucoup plus amusant. Le lancer avec élan du débutant se caractérise par un mauvais double appui, quelquefois inversé ou désaxé, et par une absence de prise d'avance des appuis sur le bassin et la ligne d'épaule, qui implique un recul du buste dans l'action du bras lanceur. À l'aide de 2 tremplins durs, les jeunes s'exercent dans l'appel sur le premier tremplin, déclenché avec le pied gauche pour un lanceur droitier, à effectuer une prise d'avance des appuis, où le bas du corps double le haut par une accélération. Ce n'est pas le haut du corps qui recule,
Dès la réception sur le pied droit, entre les tremplins, le pied gauche est poussé au ras du sol, loin vers l'avant sur le deuxième tremplin, sur lequel le lanceur doit s'établir, jambes bien gainées, en phase finale de lancer. Les pas chassés et les déplacements buste en avant sont les principales fautes à éviter. Certaines épreuves démontrent plus que d'autres l'importance de la rigueur d'un placement. Si la perche n'est pas dans l'axe au piquet, quelle que soit l'énergie développée, le saut ne sera pas satisfaisant. De même, tirer avec beaucoup de force sur un engin de lancer, mal orienté, sera sans grand effet. Les lancers sont exigeants sur la rigueur des placements et par conséquent formateurs. Nous regrettons pour les partisans de la non-directivité ou de l'initiation à partir d'une démonstration globale, mais nous avons la conviction que ces démarches ne permettront pas aux jeunes de découvrir par eux-mêmes ce qui les conduira à progresser. La diversité des engins, la diversité des formes de lancer, un bon nombre de répétitions et l'apport de la compétition par équipe sont des moyens à mettre en jeu pour animer l'école des lancers. Ces directives seront ressenties par la réalisation de pivots et volts successifs avec des cerceaux lestés dont la bonne préhension affranchira le débutant du problème de la tenue du disque. Avec un tremplin dur, surélevant le pied avant pour favoriser le placement du pied arrière sous le bassin, le jeune lanceur doit armer son engin en évitant de placer sa ligne d'épaule en avant pour compenser et contrôler la trajectoire du cerceau dans un plan satisfaisant et le plus éloigné possible de l'axe du buste. En phase finale, la fixation du côté libre, c'est-à-dire du côté du bras non lanceur, est commune aux trois lancers, poids, disque et javelot. L'inertie d'une perche placée sur la ligne d'épaule permettra d'identifier plus facilement l'effet de torsion-détorsion créé par la prise d'avance de la ligne du bassin. Deux lanceuses de disques soviétiques, observées à Helsinki au premier championnat du monde, commençaient le pivot avec la main portant le disque retourné et reposant sur les reins. La force centrifuge, créée dans le départ en pivot, provoque l'élévation du bras lanceur avec un retard sur la ligne d'épaule. Ce procédé est intéressant par les possibilités offertes aux débutants de s'affranchir des problèmes de tenue de l'engin au commencement du jet. Un caoutchouc découpé dans une chambre à air de voiture et enfilé sur le disque peut contribuer à l'exécution collective et sans danger des mimes de lancer. Des bouts de perche cassés, remplis de sable et embouchonnés aux deux extrémités, ou des manches de bois, peuvent très bien faire l'affaire pour s'initier en lancer du marteau. Avec un poids de caoutchouc ou un medicine ball, enfermé dans un filet, soigneusement relié à une poignée réalisée avec une corde de nylon, n'hésitez pas, lancez-vous dans l'apprentissage du lancer du marteau avec les jeunes, vous ne le regretterez pas. Commencez par des jets après un simple moulinet, puis variez les situations pour effectuer les tours en veillant à ce que le jeune progresse dans le plateau plutôt que de tourner sur place. C'est une bonne éducation des contacts de pied. Conservez le regard sur l'engin au point bas et bien relâcher les bras aussi bien dans les moulinets que dans la phase finale. À ce niveau, voilà deux conseils qui seront suffisants pour accrocher les jeunes à ce lancer passionnant qui exige de disposer d'une aire minimum pour s'y adonner. Apprendre le saut à la perche à 2 ou 3 jeunes, ou essayer d'initier collectivement à cette technique l'ensemble d'une classe, sont deux tâches bien différentes. Il est exclu de se lancer dans cette aventure sans que les jeunes aient découvert les principes de liaison course-impulsion et connaissent leurs jambes d'appel et leurs jambes libres et maîtrisent une gamme de foulées sur zone d'appui. Après quoi, au collège, réussir un saut à la perche globalement satisfaisant pour des filles comme pour des garçons n'est pas plus difficile que d'obtenir dans une autre épreuve athlétique un geste de même qualité. Le saut en longueur avec perche rigide est une étape attrayante
qu'il est possible de pratiquer au bac de sable ou en gymnase avec des tapis de gymnastique. Seuls les sauts dont les réceptions sont bien assurées sur les 2 pieds et perche à l'épaule seront mesurés. Cela afin d'inciter les jeunes à rester derrière leur perche le plus longtemps possible. Seuls les jeunes qui balancent en suspension sur les perches seront habilités à courir perche à la hanche, puis à tenter leur chance au sautoir avec butoir, avec une marque de passage. Des exercices effectués en faisant glisser au sol un butoir mobile lesté permettront de familiariser le jeune avec un placement à la pelle et une action sur la perche qui en permettra la flexion. Le piqué au butoir mobile exige une rigueur de placement et un bon synchronisme des actions de jambes et de bras. Ici, remarquablement démontré par ce Benjamin. En pénétrant et en soulevant, le butoir glisse vers l'avant, alors que le jeune perchiste conserve sa position de décollage durant tout l'envol, afin d'assurer sa réception au sol. Mais le saut à la perche en nature peut avantageusement se substituer à la pratique au stade, avec toute la variété de sauts en contrebas et en contre-haut que l'environnement peut vous inspirer. Une butte, une table de camping, etc. Piquer dans un ruisseau encaissé favorisera la prise de perche et augmentera la phase de balancée et les sensations éprouvées par le sauteur. Le saut à la perche en nature peut apporter la motivation instinctive à réaliser un geste technique juste. Ici, le fait de ne pas rester en suspension derrière sa perche sera sanctionné par un joyeux bain de pied. La pratique athlétique ne doit pas se résumer à la prise de performance, pas plus qu'elle ne doit confiner l'athlétisme à un élitisme qui ne peut inciter à se dépasser que les meilleurs. À cet âge, la notion de progrès par rapport à soi-même est à privilégier plutôt que celle de gagner ou perdre. Si la maîtrise des fondamentaux est à rechercher dans les premières années de pratique, la qualité de l'animation des séances d'entraînement est le facteur déterminant pour augmenter les chances de fidéliser les jeunes à l'athlétisme. La découverte de situations pédagogiques attrayantes doivent nous inciter à être imaginatifs. Animer, c'est créer. Chaque jeune à l'école d'athlétisme, chaque athlète dans le groupe d'entraînement doit trouver des exercices à sa mesure, des compétiteurs à sa mesure, un éducateur qui lui apporte un soutien individualisé. Avec les débutants, l'usage d'un élastique, muni de mouchards de différentes masses, permettra d'individualiser la performance et de gagner du temps. La rénovation de la pratique athlétique ne doit pas se contenter des parcours collectifs et des jeux athlétiques proposés à l'âge primaire. La réalisation de consignes précises peut aussi être très attrayante et nous ne voyons pas en quoi cette démarche ne développe pas également leur champ de créativité. Ce jeune athlète effectue des impulsions verticales avec 2 appuis interobstacles. Après des appels talon-plante dans ce premier passage, il réussit des appels avec prédominance plante de pied dans sa deuxième prestation. C'est l'exemple type de 2 réalisations d'exercices apparemment identiques, mais qui sont d'une efficacité formatrice très différente. L'articulation de l'apprentissage des gestes essentiels des sports collectifs avec l'apprentissage des fondamentaux athlétiques se révèle riche et attrayante. Ainsi, la fixation dynamique des segments libres n'est pas seulement efficace dans l'exécution des gestes athlétiques de liaison course-appel ou de lancer. Le jeune handballeur utilise son bras gauche pour s'équilibrer dans l'appel au 6 mètres et en fixant le côté gauche, il obtient un appui dynamique déterminant pour l'efficacité de son bras tireur.
Ces deux jeunes qui confortent les apprentissages athlétiques de base dans la pratique d'autres sports confèrent à l'athlétisme toute sa valeur éducative si celui-ci n'est plus la juxtaposition de l'apprentissage de différentes épreuves athlétiques. Pour le jeune, le parcours de maîtrise des fondamentaux, ici des mobilisations alternatives de jambes libres, fléchies fixées et fléchies tendues, sont plus significatifs que la réalisation de performances. L'évaluation de la faculté à déclencher des appels gauche et droit sur le côté des haies, parfaitement démontrée ici par cet athlète confirmé, peut permettre aux plus démunis de se distinguer et témoigne d'une démarche qui vise à la maîtrise d'actions fondamentales qui apparaissent sous-tendre la réalisation d'une bonne part des gestes sportifs et pas seulement athlétiques. La recherche de ces analogies interépreuves athlétiques nous conduit à développer un système de cadres de référence pour l'analyse gestuelle bien plus riche que l'unique contemplation du geste du champion. Les compétitions officielles ne sont pas le champ d'évolution exclusif de ceux qui possèdent les meilleures capacités ou l'occasion de distinguer ceux qui seront susceptibles dans l'avenir d'affirmer leurs possibilités au plus haut niveau dans les compétitions internationales. La compétition pour les jeunes n'est pas un but en soi avec tous les excès que cela pourrait comporter. Mais c'est avant tout un moyen d'éducation de nature à favoriser le développement non seulement des qualités physiques, mais de toute la personnalité. Certains y découvriront les vertus de l'autonomie hors du cadre familial. D'autres, en participant à des grandes fêtes comme les Jeux de l'UNSS ou les Jeux de l'avenir, ou encore les compétitions interclubs, élargiront leur horizon et surtout, ils découvriront les joies de la pratique athlétique par équipe, une autre dimension de l'athlétisme.